Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre du Forum de la Foire 154, un regard oral entre Sembène et Bouanani. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du Forum de la Foire 154, organisé et commissarié cette année par le 18 sous le thème de Crafting Worlds for a Vernacular Economy of Arts. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de réunir Samba Gadjigo et Touda Bouanani. Mais avant de les présenter formellement dans un instant, je tiens à dire combien je suis reconnaissant pour leur travail et leur combat pour sauver l'héritage de deux grands cinéastes et écrivains, deux pionniers du cinéma africain, Ahmed Bouanani et Ousmane Sembène, qui sont d'ailleurs les principaux sujets de cette conversation. C'est une conversation qui va aussi tourner non seulement autour de l'œuvre des cinéastes respectifs, mais aussi autour des arts oraux ou les traditions orales populaires qui ont souvent inspiré leurs films alors qu'ils cherchaient à développer de nouveaux langages cinématographiques, libérés du regard colonial, du regard orientaliste, du regard impérialiste. Leur mission peut ainsi se résumer, comme le dit Olivier Bartlett, à décoloniser le regard, ou comme le dit Bouanani, à décoloniser l'écran. En effet, tant Bouanani que Sembène ont cherché à remodeler la façon dont nous, les colonisés, les enfants des damnés de la terre, nous nous regardons, à provoquer un retrait collectif de nos masques blancs et à raviver notre mémoire collective, qui est intrinsèquement liée à nos traditions orales. Je cite: si l'un a vu en lui un griot, l'autre un Indiaz ou un Hakawati. Si l'un écrit, et là je cite, des poètes vulgaires et illettrés relégués à l'oubli, mais qui sont pourtant des chroniqueurs qui ont exprimé les sentiments les plus profonds de la vie de notre peuple, l'autre estime, et là je cite encore, le cinéaste africain est comme le griot. Ayant la connaissance et le bon sens, le griot est l'historien, le raconteur, la mémoire vivante et la conscience de son peuple. Là déjà, on voit des parallèles entre les deux cinéastes. Donc avec nous, encore une fois, pour cette rencontre, sont deux artistes et chercheurs, ou pour emprunter le terme qu'adopte Nabil Jdouani, deux archéologues du cinéma africain, Samba et Touda. Samba Gadjigo est un cinéaste et chercheur sénégalais. Ses recherches portent sur l'Afrique francophone, en particulier sur le travail du cinéaste Ousmane Sembène. Son documentaire Sembène, qui sera d'ailleurs projeté en ligne dès ce soir dans le cadre de la Foire 154, est un biopic sur la vie et l'œuvre de Sembène, qui a été présenté en première à Sundance et a été finaliste pour la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2015. Gadjigo est également l'auteur de Ousmane Sembène, The Making of a Militant Artist, que j'avais le plaisir de lire, et de politique publique de développement cinématographique au Sénégal. Touda Bouanani est une artiste visuelle et vidéographe multidisciplinaire, consacrée en partie à l'œuvre littéraire et cinématographique de son père, l'artiste Ahmed Bouanani. Sa démarche artistique est singulière. Photographie, dessin, redessin, Touda Bouanani recrée et remonte un univers familial où l'histoire rencontre la fiction. C'est aussi grâce à Touda, entre autres, que le livre de son père, La Septième Porte, fut finalement publié après des décennies. Euh, Avant d'aborder la question des... Oui, je l'ai aussi. Avant d'aborder la question des arts populaires, j'aimerais déjà commencer en vous demandant tous les deux de nous parler de votre travail, particulièrement celui que vous avez conduit autour des deux cinéastes auteurs. Euh, Moi, personnellement, je vois beaucoup de parallèles entre vous deux, alors que vous, Touda, avec l'aide de votre mère, Naïma Saoudi, et Ali Safi, entre autres, avez sauvé l'héritage de votre père, ses textes, ses poèmes, ses dessins, de l'incendie qui s'est littéralement emparé de votre appartement familial. Vous, Samba, vous avez sauvé l'héritage de ton ami, Semben, ses films, ses notes, ses livres, de l'eau, de l'humidité qui menaçait constamment Gaye Chedo.
sa demeure qui se retrouve au bord de l'océan. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le travail d'archivage et de sauvegarde qui s'est fait et la trajectoire qu'il a suivie pour finalement prendre le format de ces livres? Dans votre cas, Tuda, La Septième Porte, et pour vous, Samba, euh, Ousmane Sembène, The Making of a Militant Artist. Oui, je voulais y aller d'abord, Touda, mais Hmm. je pourrais commencer, c'est comme on veut. Vas-y. Oui. Ouais, merci d'abord de m'avoir invité véritablement à cette conversation. Pour moi, plus que tout, ça a été une occasion d'apprendre quelque chose, d'étendre un peu mes connaissances sur le cinéma au Maroc, parce que nous avons, malheureusement, nous parlons de récupérer nos images, nous avons cette tendance malheureuse de faire une distinction entre l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara, etc., etc., alors que qu'au preniez Bouani ou qu'au preniez Sembène, cette vision, elle est panafricaine. Donc, ça a été une occasion pour moi de briser une fois de plus encore ces frontières coloniales qui ont été établies entre nous. Ceci dit, je suis typique de quelqu'un qui a reçu une éducation, si vous voulez, coloniale, bien que je sois allé à l'école après 1960, après nos indépendances, rien dans nos programmes n'avait complètement changé. Et comme je le dis dans le documentaire, tous ceux de ma génération, bien sûr, nous avons vécu avec grand-mère. Jusqu'à 12 ans, je partageais non seulement la même chambre, même lit que ma grand-mère. Donc, ces contes, ces légendes, c'est ce qui a véritablement fécondé mon imagination. C'est ce qui m'a donné mon sens de l'identité. Et ensuite, bien sûr, il fallait passer par ce que les gens appelaient la nuit coloniale, n'est-ce pas? Une fois arrivé à l'école, je me rappelle jusqu'en 1965 encore, quand on arrivait à l'école au Sénégal, il nous était interdit de parler nos langues maternelles. Évidemment, en plus de cette exclusion de nos langues, c'est-à-dire de notre moi profond, comme vous le savez très bien, on peut parler 10 000 langues, mais il n'y a qu'une seule langue qui nous parle. Donc, en nous amputant de cette langue-là, ça crée, si vous voulez, une sorte de castration psychologique, culturelle, etc. Et en plus de ça, plus on avançait dans l'échiquier scolaire français, évidemment, les histoires de grammaire allaient, si vous voulez, à la périphérie. C'est ce qu'il y a une sorte, une mémoire qui s'étiole, une mémoire qui s'efface. Et pour moi, c'est véritablement Sembène qui m'a réconcilié avec moi-même quand j'étais au lycée, en classe de première. Évidemment, j'avais dévoré tous les Molières, les Chateaubriand et autres, mais je n'avais jamais lu une œuvre africaine écrite par un Africain. Et donc, c'est son roman de 1960, Les bouts de bois de Dieu, en quelque sorte, qui m'a fait me redécouvrir moi-même, me remettre en question. Donc, pour résumer un peu, donc, je rencontre l'œuvre de Sembène en 1974, j'étais au lycée. Ensuite, je vais à l'université de Dakar, comme dans tous nos pays, bien sûr. Nous avons toutes les œuvres, tous les auteurs au programme, sauf les nôtres. Donc, il y avait une sorte de parenthèse. Je n'avais pas rencontré Sembène. Et il a fallu que je vienne aux États-Unis, University of Illinois, Champaign-Urbana, pour que je retrouve les œuvres de Sembène. Et c'est là que j'ai décidé que non seulement, bien sûr, que je vais enseigner, mais je crois que j'ai également un devoir, c'est de servir de relais à Sembène, c'est-à-dire de faire en sorte que mon travail ne se limite pas seulement dans les salles de classe aux États-Unis, mais comment prendre les ressources que je peux avoir ici aux États-Unis pour pouvoir faire une sorte d'archéologie, de retour au Sénégal. Voilà, donc j'ai décidé de consacrer tout mon travail à Sembène et j'ai rencontré l'homme lui-même en 1989. Et de 1989 jusqu'à 2007, au moment de sa mort, nous avons travaillé ensemble. Et cela m'a également beaucoup choqué de retourner chez Sembène et de voir que tout son travail de 50 ans était dilapidé dans son étude. Autrement dit, oui, il y avait les termites, il y avait l'humidité, il y avait la mer, mais il y avait surtout une négligence coupable de nos autorités, qui valorisait les œuvres qui sont venues d'ailleurs, mais qui négligeaient les œuvres qui sont faites par nos artistes. Évidemment, cela se comprend aussi parce que Sembène a toujours eu maille à partir avec l'autorité. Donc voilà, bref, moi je me suis vu comme un continuateur de l'œuvre de Sembène, préserver la mémoire de Sembène. Alors comme Douta l'a fait,
moi aussi, j'ai essayé pendant des années, 5 ans, récupérer, répertorier, cataloguer et faire archiver les œuvres de sa mère. Donc voilà, si vous voulez, ma première intervention, comment j'en suis venu à travailler sur sa mère. Alors pour ma part, donc je n'ai pas rencontré mon père à un moment donné dans ma vie, puisque j'ai rencontré dès ma naissance. Ouais, tu as eu beaucoup plus de chance que moi, alors ouais. C'est une chance pas sûre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que la situation, je dirais, est différente. Et même si j'ai commencé... bon, déjà, il y avait une affinité artistique et plus littéraire, je dirais, parce que j'ai toujours été passionnée de littérature et que mon père me faisait lire ses manuscrits. Euh, Quant à ces films, quand il les a faits, j'étais trop jeune, puisque le dernier, Le Mirage, j'avais 13 ans. Euh, mais c'est au moment de... En 2007, avec la rencontre de Ali Safi et le projet du film avec mon père, qui s'est fait aussi petit à petit. Et d'ailleurs, dans ton film, Samba, il y a beaucoup de similitudes entre ta rencontre avec Samben et la rencontre de Ali Safi avec mon père. Mhm. Et donc, ce travail a commencé. Puis après, mon père est décédé en 2011. Je dirais d'ailleurs pratiquement au moment de ce qu'on appelle la révolution arabe. Mhm. En même temps aussi, au moment où tu commences à faire du cinéma, Nadir. Mhm. Et, et à ce moment-là, bon, d'abord quelque chose, je dirais, familial. C'est ma mère qui travaillait avec mon père et qui avait une maladie, une insuffisance rénale chronique. Et je ne pouvais pas la laisser seule. Et d'abord, ça a été ça qui m'a fait partir de France pour aller au Maroc. Et, et quand plus tard, ma mère est décédée en 2012, fin 2012, s'est posé la question que si je ne faisais rien, eh bien, tout allait disparaître. Sans compter que même s'il y avait une certaine, je dirais, connaissance de Ahmed Bouanani de son vivant, juste un exemple, quand il est mort, il y a même eu des confusions entre lui et un autre homonyme qui travaillait à la RTM et dont on a diffusé la photographie. Donc c'est pour dire à quel point il y a une méconnaissance et une ignorance terrible. Et que face à cette ignorance et à cet abandon, il fallait vraiment prendre une décision ferme Ouais. et radicale. Et comme bon, pareil, donc là, il y avait un incendie, donc il y a eu beaucoup de choses à restaurer, rénover. Et, et aussi beaucoup de manuscrits divers et variés, bon, littérature, poésie, mais principalement aussi cette fameuse histoire du cinéma, donc qui vient d'être publiée aux éditions Culte à Rabat, qui est essentielle. euh, Parce que comme je vais reprendre l'exergue que tu as mis dans ton film Samben, Mhm. si les Africains n'écrivent pas leurs propres histoires, ils disparaîtront. Mhm. Et, et cela a été flagrant pour moi. Et ça a été vraiment 7 ans de bataille, 7 ans de travail avec plusieurs personnes. Donc, les éditions cultes avec toute l'équipe, avec Omar Brada, Marie-Pierre Boutier, Ali Safi, Léa Morin. Euh, Nous avons travaillé pour que ce livre existe parce qu'il est essentiel que les Africains racontent leur propre histoire, qu'elle soit cinématographique ou autre, parce que le cinéma, il fait partie de la vie. Et, et voilà. Ouais, je crois Maintenant que, pour, après, pardon, allez-y, allez-y, Nadia. pardon. Maintenant, juste pour franchir le pont entre
la mémoire de Bouanani et de Sembène à la mémoire, on peut dire la mémoire populaire qu'il défendait. Plutôt, j'avais cité Sembène qui s'identifiait directement, plutôt Au griot. identifier directement le griot comme un cinéaste ou un cinéaste comme un griot. On pourrait dire la même chose de Bouanani qui, dans le débat fondateur sur le cinéma dans la revue Souffle, qui compare la fonction du cinéaste marocain à celle du Hakawati ou de l'MDS. Il y a aussi, je dirais, un parallèle frappant avec la façon dont ils voient leur rôle de cinéaste. Bouanani parlant de l'MDS comme un historien de sa tribu et Sembène déclarant que le griot était non seulement l'élément dynamique de sa tribu, clan, village, mais aussi le témoin patent de chaque événement. Peut-on alors dire que les deux cinéastes s'identifient et identifient leurs œuvres comme témoins des processus historiques vécus par les peuples africains des deux côtés du Sahara, comme les gardiens d'une mémoire élaborée oralement et collectivement, mais menacée par l'autorité des bourgeoisies nationales qui ont calqué leur politique culturelle sur une vision qui, on peut dire, c'est une vision eurocentrique ou coloniale. Je crois que pour Sembène, cette identification avec le griot, la première fois qu'il l'a prononcé, c'était en 1956. Il n'avait même pas encore publié son premier roman, Le Docker Noir. Euh, Comme ça, Sembène sort des docks et publie un poème qui s'intitule Liberté, qui a été influencé par Paul Éluard, en fait, qui a fait un poème avec le même titre. Et quelque part, il dit que oui, je serai le griot de nos ancêtres. Et ça, c'est dans ce poème La Liberté qui a été publié en 1956. Et sachant bien sûr l'éducation qu'il a reçue, Sembène est né à Casamance en 1923, très proche également de sa grand-mère, donc des historiens oraux, etc., etc. Donc il a beaucoup absorbé de cette culture-là, le rôle du griot. Et c'est très, très intéressant parce qu'il est de la Casamance, mais on peut même aller en dehors de la Casamance si vous prenez toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas? Vraiment, ce sont les Français qui disent griot. Les Wolofs vous diront Gewel. Nous, les Halpulaar, on vous dira Nyegno. Les Bambara diront Djali, etc. Donc, vous voyez que c'est une fonction, c'est un personnage, c'est une catégorie sociale qui existe dans toutes les sociétés de l'Afrique de l'Ouest et qui jouait un rôle extrêmement important pendant la période pré-coloniale, qui continue encore à jouer en fait, mais d'une manière assez amoindrie. Donc, si vous amenez ensemble les ancêtres, et vraiment nous sommes dans des traditions orales, n'est-ce pas, les ancêtres et les griots, c'est une combinaison de ces deux qui constituait, si vous voulez, la mémoire collective, parce que les histoires étaient transmises de génération en génération. Et ces histoires étaient tellement importantes qu'un jour, un de nos savants, de nos écrivains, Amadou Ampateba, qui a travaillé à l'époque à l'UNESCO, a sorti cette phrase qui est devenue lapidaire dans toutes les écoles d'Afrique noire, on répétait cette phrase-là, et je cite, en Afrique noire, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Vraiment, ça met l'accent non seulement sur l'importance de cette tradition orale, mais également sur sa fragilité, n'est-ce pas, son évanescence, si vous voulez. Donc, Sembène arrive à Marseille, bien sûr, il a milité, il a été syndiqué à la CGT, il a participé, il a été membre du Parti communiste français, il a participé au MOURAP, mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la paix, il a lutté contre la guerre d'Algérie, la guerre de l'Indochine, etc. Mais à un moment donné, je crois que c'est l'un de nos premiers intellectuels à s'être rendu compte que le combat politique sur le terrain, il est extrêmement important, mais le combat le plus important, c'est celui de la culture, celui de la récupération de nos histoires. Parce qu'en fait, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait pardonner à l'Occident d'avoir pillé nos ressources naturelles. On peut toujours créer d'autres ressources naturelles, mais le plus grand massacre pendant cette nuit coloniale-là
a été la destruction de nos cultures, notre possibilité d'avoir une voix. Et cela est tellement important qu'en parlant de notre homme important de notre culture africaine et caribéenne, Aimé Césaire, qui écrivait dans les cahiers de retour au pays natal, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Donc, Sembène, déjà, en 1956, avant même de faire ses romans, voit l'importance du griot, c'est-à-dire que l'artiste africain moderne qui a volé le feu, qui s'est approprié donc l'écriture, doit utiliser cette écriture-là pour être la voix du peuple, pour être la conscience du peuple. Évidemment, on connaît l'histoire de Sembène. Il retourne au Sénégal en 1960 après avoir écrit 3 romans. Ces romans sont écrits en français. C'est-à-dire que 85% de la population sénégalaise ne pouvait pas du tout lire son œuvre pendant ces années-là. Donc, il fait retour au cinéma. Voilà pourquoi il fait un parallèle entre le cinéma qu'il fait et la fonction du griot dans les sociétés traditionnelles. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas que l'âme Diaz, il y a d'abord la grand-mère ou la mère. Bon, là, c'est la grand-mère Yamna qui raconte des histoires. Il y a d'ailleurs 2 formes de savoir. Il y a d'une part le fait de raconter, et le deuxième, c'est la connaissance des plantes, qui est aussi très importante. Et la connaissance des plantes et du soin par les plantes, qui est transmis par ma grand-mère. Après, chez Ahmed Bouanani, quand il sort de l'IDEC en 1963, il va travailler au Festival des Arts Populaires, où il va sillonner le Maroc dans différentes tribus et où il va collecter des contes, des énigmes, des histoires, des recherches sur les bijoux, sur la signification des bijoux, en même temps que les dessiner. Et Ahmed Bouanani était aussi dans la même situation que Sembène par rapport à la langue. C'est qu'en fait, au départ, je pense que s'il avait enfin, s'il pouvait avoir le choix, il aurait été écrivain. Parce qu'en fait, c'était l'écriture et particulièrement la poésie qui l'intéressait. Mais écrivant en français, il ne pouvait pas s'adresser à ses concitoyens. Et le cinéma lui avait paru au départ comme étant quelque chose de plus transmissible. Tu pourrais nous parler un peu plus sur, le travail qu'il avait. Tu viens de mentionner essentiellement le travail qu'il avait fait avec l'INAT, l'Institut national des arts traditionnels, qui avait, je pense, une courte durée, très courte vie. Et il y a Omar Brada qui écrit dans La Septième Porte que pour Bouanani, l'enjeu principal était celui de la mémoire. Il fallait reconstituer une mémoire culturelle interrompue, reconstruire un paysage intime à partir des fragments que l'on pouvait encore arracher à l'aliénation. Pour ce faire, Bouanani a voyagé à travers le Maroc afin de documenter les arts populaires et recueillir les traditions orales. Tu peux nous dire sur ce voyage, où sont ces archives, que s'est-il passé avec l'INAT? Alors, bon, ces archives sont à Rabat. Qu'est-ce qui s'est passé et il doit sûrement, enfin, il y a peut-être des négatifs aussi. Ça reste à identifier parce que tout n'a pas encore été identifié dans l'appartement après l'incendie. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que lui, il voulait reconstituer une mémoire et la transmettre. Et le festival, pour lui, n'était qu'une folklorisation de cette mémoire. Et pour lui, ce n'était pas ce qu'il voulait. Une folklorisation et le fait de figer, le fait que ce soit, je ne sais pas, un spectacle
non pas que le spectacle peut faire partie, euh, euh, mais le folklore n'est pas la transmission de la mémoire. Je vais retourner au cinéma et en fait, le contenu des films de Bouanani et Sembène en soi. Je lisais un article sûrement, Samba, tu connais, pas sûrement, c'est sûr, Françoise Pfaff, euh, qui identifie cinq, cinq façons dans le cinéma de Sembène est une sorte de continuation de la tradition des arts orales populaires. Déjà, on a parlé de comment il s'identifie avec le griot ou le griot. Donc, une continuité, pas une cassure avec cet héritage. L'inclusion des personnages du griot, l'inclusion des personnages retrouvés dans les histoires orales et des contes et des légendes, et le déploiement des thèmes similaires à ceux qu'on retrouve dans les contes populaires et les légendes, et aussi le déploiement des formes et des structures filmiques, ou on peut dire une sorte de langage cinématographique qui reflète ceux des traditions orales. Et en lisant tout ça, j'ai retrouvé que la même chose peut dire sur le cinéma de Buonanni. Si vous pouvez commenter un petit peu sur ces éléments-là, les personnages, les esthétiques, la construction des récits, et c'est quoi la relation entre ce travail cinématographique et même aussi littéraire avec, avec cet héritage oral. Oui, bon, on a déjà parlé bien sûr de l'identification de Sembène lui-même en tant qu'auteur cinéaste avec le cinéma. Tu as absolument raison de mentionner également qu'il y a une présence du personnage du griot dans plusieurs films de Sembène, dont Niaï 1964, mais surtout Tchedo, n'est-ce pas, bien sûr, qui est une geste des Tchedo du XVIIe siècle, où alors toute l'histoire est racontée selon la perspective d'un griot. Mais évidemment, le troisième élément, pour pouvoir s'identifier avec le griot, c'est-à-dire celui qui est la conscience de son peuple, il faudrait d'abord parler dans les langues de ce peuple-là. Évidemment, depuis 1968, après avoir fait Borom Saret, après avoir fait La Noire de Sembène, tout de suite a vu la nécessité to decolonize the mind, c'est-à-dire que la décolonisation de l'esprit doit commencer par la récupération de nos langues. Donc, il a fait son film Tchedo, n'est-ce pas? Pardon, il a fait son film Mandabi, le mandat, donc en Wolof, suivi d'un autre élément qui est moins connu parce qu'il n'est pas le premier à avoir codifié la langue Wolof. Cheikh Anta Diop l'avait déjà fait avant lui. Mais c'est en 1972, Sembène a créé cette petite société avec des amis, des linguistes comme Pathé Diagne, pour créer le premier journal en Wolof qui s'appelle Kaddu. Kaddu qui signifie la parole. Donc, il fallait d'abord qu'il y ait un cinéma qui parle dans les langues indigènes. Et je crois que le mérite de Sembène, c'est de ne s'être pas cantonné dans la seule langue Wolof. Oui, le mandat, c'était en Wolof. En 1971, il fait le film Emitaï, qui était en Diola. Et pour revenir justement à la présence de personnages historiques dans ce film-là. Donc, Emitaï, qui signifie le dieu du tonnerre, excusez-moi, le sujet, si vous voulez, c'est l'incorporation forcée des Sénégalais et des Africains dans l'armée coloniale pour aller lutter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce film-là est un hommage à une femme qui a résisté contre la confiscation du riz par les Français dans leur village. Donc, non seulement il y a le personnage du griot, mais il y a également la présence de personnages historiques. De la même manière que le Tchedo,
C'est un personnage qui est emblématique, qui est historique, et qui est même l'incarnation de la résistance, du refus, de l'acceptation de la mort contre le déshonneur. Donc, vous voyez, en plus, Sembène met en scène, il récupère ces histoires, évidemment, qui ont été soit falsifiées ou occultées par l'histoire officielle, et à l'histoire officielle, il substitue la mémoire populaire, c'est-à-dire donc la mémoire qui est celle du griot. Donc, il y a le Wolof, il y a le Diola, mais c'est très, très intéressant. Le dernier film de Sembène, il ne l'a fait dans aucune langue sénégalaise, il l'a fait dans une langue qui s'appelle le Djoula, pas le Diola, mais le Djoula, qu'on parle au Mali, qu'on parle dans le nord de la Côte d'Ivoire et qu'on parle également dans le sud du Burkina Faso. Utilisation d'une langue qui était déjà la première langue unificatrice panafricaine, qui était, qui était oui, la langue de l'empire du Manding, qui a été créé par Soundiata Keita au XIIIe siècle déjà. Donc, s'approprier le rôle du griot, utiliser le personnage du griot, utiliser des personnages historiques africains, mais cela ne s'arrête pas là, en fait, parce que chez Sembène, il y a toujours une quête, pour utiliser un gros mot de l'esthétique. Comment s'adresser à la majorité des Africains? Au Sénégal seulement, nous avons plus de 8 langues. Vous allez au Nigeria, c'est des centaines de langues. Vous allez dans d'autres pays, c'est des milliers de langues. Comment utiliser? C'est très, très le sujet. Quand j'ai vu le sujet que vous proposiez sur oral gaze, ici, il y a une sorte de. Donc, oral et gaze, bien sûr, c'est le regard. Sembène s'est toujours posé la question comment parler, créer un cinéma que l'Algérien, le Marocain, le Wolof et l'Ivoirien comprendraient. Comment construire mes œuvres de telle sorte que les images, les symboles, les gestes puisés dans notre patrimoine commun puissent relayer le message. D'ailleurs, il a une expression, il dit, pour le cinéma en Afrique, le défi du cinéma en Afrique, c'est de faire des films de telle sorte que on entend avec les yeux et on regarde avec les oreilles. Donc, il s'agit, si vous voulez, dans une certaine mesure, non seulement de briser le carcan linguistique qui nous a été imposé à travers la langue française ou à travers la langue anglaise, mais également de faire un cinéma indigène dont le rôle, c'est d'utiliser nos langues, c'est de communiquer avec la majorité. Et c'est ça la mission, en fait, du griot, mais c'est ça également l'esthétique du griot. Si vous regardez, par exemple, Tchedo, même l'espace est organisé comme étant, c'est une restitution de nos soirées africaines avec le feu qui brûle au milieu et les gens entourent ce cercle-là. Donc, vous voyez, il y a toutes ces problématiques-là. Et en 1979, Sembène a donné une conférence à Ouagadougou pendant, je crois, la 5e édition du FESPACO. Et le titre, c'est « Le rôle du cinéaste dans la lutte de libération nationale ». Et sur ce plan-là, le rôle du griot, le rôle des langues, c'est-à-dire le rôle comment utiliser sa caméra pour subvertir les major narratifs de l'Occident et restituer la parole aux Africains. Bref, un peu si vous voulez, je ne veux pas référer à Jean-Paul Sartre pour parler de Sembène, mais en 1947, au moment de la publication de la première anthologie par Léopold Sédar Senghor, la préface était faite par Jean-Paul Sartre et le titre c'était Orphée noir. Et à l'introduction, c'était que pensiez-vous quand vous ôtiez le garrot qui fait, donc, oui, quand vous libériez ces têtes que vous aviez penchées jusqu'à terre. Si vous avez, donc, vous voyez ici c'est une sorte de. Le blanc avait le privilège du regard. Il était le sujet du regard, alors que nous autres, nous étions des objets du regard. Alors, il fallait utiliser cette tradition du griot pour renverser ce regard-là. Et il faudrait nous tendre à nous-mêmes notre propre miroir. Et ce miroir-là, pour que ne soit pas uniquement un miroir fragmenté, pour qu'il soit un véritable miroir, il faudrait que ce soit fait selon une certaine esthétique et selon une certaine langue, ou certaines langues au pluriel. Quand tu as parlé de Tchedo, des films comme Emitai, ou en fait, quand tu regardes Gelwar qui vient
après, Oui, oui. ces films historiques dont tu as parlé, des films avec des figures historiques, il finit Galoir avec du texte. Mhm. C'est écrit une légende africaine du Du 21e 21e. siècle. Et là, Oui. en fait, ça met en contexte tous ces films précédents qui avaient un récit historique comme des légendes. Et là, genre, des légendes dans le sens, pas des légendes de fiction, mais des légendes dans le sens du conteur, les légendes que nous racontent nos parents ou nos grands-parents euh, sur la résistance anticoloniale, des héros qui existaient historiquement, mais dont l'histoire n'était pas nécessairement écrite, mais qui était passée euh, oralement. Et on retrouve les mêmes avec la même chose dans Tarfaya Chouda, quand il y a le personnage qui est un jeune M. Diaz qui cherche, euh, qui a entendu une légende d'un grand M. Diaz, un maître, et qui va chercher cet M. Diaz. Peut-être tu pourrais nous parler, Chouda, un petit Oui, peu sur ça. vers la question de la transmission, donc par rapport je reprends la conversation de tout à l'heure par Mhm. rapport à, à la quête des arts populaires. Il y a une transmission dans une revue, dans la revue Souffle, Introduction à la poésie populaire. Et dans les films, euh, dans Tarfaya ou la marche d'un poète, qui était en 1966, et ensuite dans les quatre sources en 1978, dans les deux, il y a la quête d'un poète, la quête de la poésie, le trajet, la recherche. Mais par contre, la fin est assez terrible parce qu'en fait, dans les deux cas, il est mort. Mhm. Le poète recherché est mort. Euh, mais en même temps, ce n'est pas défaitiste ou négatif. Finalement, c'est la quête qui est importante. Et en même temps, il y a comment dire, donc c'est le danger de l'oralité. Le danger de l'oralité, ou de seulement l'oralité, c'est la perte. C'est le fait qu'il n'y ait pas de transmission. Il y a aussi la question de la langue. Parce que Tarfaya ou la marche d'un poète est en français. Euh, les quatre sources est en arabe. D'ailleurs, c'est même la voix de Ahmed Bouanani lui-même qui est le narrateur de l'histoire. Mhm. Euh, Je voulais juste prendre un moment pour dire aux participants si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat box et on pourrait, moi je peux les lire pour vous. Mhm. Euh, pour continuer, il y a aussi, euh, pardon, il y a une chose dont je voudrais parler par rapport à la poésie et aux poètes et au griot. Il y a aussi le chant. D'ailleurs, dans le texte, dans Souffle, Introduction à la poésie populaire, il parle de l'importance que le poète est aussi un chanteur. Et, sa voix porte. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi dans tes propres films et qu'on retrouve dans ces films, bon, bien sûr, dans Tarfaya ou La marche d'un poète, où il y a des chants touareg, et aussi dans Le Mirage, à travers les chansons du troubadour Hussein Slawi, qui est joué par son fils et qui était en même temps poète et en même temps chanteur. Mhm. Oh, pour oui, revenir à cette tradition orale, justement, quelque chose qu'il faudrait mentionner également chez Semben, et il l'a dit, non seulement il le pratique dans son cinéma d'une manière très, très, très consciente, mais il l'a dit dans une interview avec Mancha Jawara, qui est professeur ici à NY, à New York University, quand Mancha lui a demandé d'expliquer un peu le processus de la création de Semben. Il est allé tout de suite et dit, comme le griot,
je suis mon propre écrivain, je suis mon premier scénariste, je suis mon propre metteur en scène. Donc, vous voyez, c'est une fois de plus encore, il y a cette, vraiment dans l'industrie cinématographique, surtout à Hollywood, ici, vous savez très bien que c'est toute une chaîne de spécialisation. Il y en a qui se... Mais Sembène, lui, c'était l'homme orchestre, comme le griot, n'est-ce pas, qui faisait le tout. Donc, évidemment, Nadir, tu as parlé de légende. Je crois que c'est quelque chose qui est très, très important parce que la plupart la légende, quoi, enfin, moi, ma définition qui est très, très basique, c'est la transformation de l'histoire par l'imagination populaire, n'est-ce pas? Donc, il y a les faits historiques, si vous voulez, qui sont passés dans le passé, mais qui ont été fécondés et fertilisés par l'imagination populaire. Il appelle Gelwar, n'est-ce pas, une légende du 21e siècle. Et j'ai beaucoup aimé l'avant-propos à la septième porte, je crois, celui qui a écrit l'avant-propos, qui dit que le cinéaste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle de la réalité passée ou de la réalité présente, mais c'est un visionnaire, c'est un poète. Et si vous avez fait allusion à la fin de ce film-là, Gelwar, eh bien, Sembène voit au-delà de tous les problèmes que nous traversons, problèmes de développement économique, problèmes de subjugation par rapport à l'Ouest, les tensions qui existent entre les communautés religieuses. Il rêve. Voilà, le cinéaste, c'est un poète, c'est un rêve, c'est un rêveur. Donc, dans ce film-là, c'est une légende parce qu'il rêve d'une Afrique dans laquelle les jeunes s'approprieraient leur propre destin et rejetteraient, si vous voulez, l'aide étrangère ou l'inféodation. Une fois de plus encore, dialogue outre-tombe entre les cinéastes marocains et puis avec Sembène, quoi. Pour revenir à ce que tu avais dit, Touda, par rapport à la musique, on trouve là une autre, parce qu'on peut considérer la musique comme véhicule de l'oralité. C'est des poèmes, après tout, qu'on retrouve dans ces musiques. Un autre parallèle qu'on retrouve entre les deux, il y a Bouenani qui écrit effectivement dans Introduction à la poésie populaire, et là je cite, ces chanteurs ambulants ont gagné une place de première importance dans la lutte contre les forces d'invasion colonialistes au début du siècle et sous le protectorat. Aujourd'hui, écrit Bassett, ce sont eux, ces orchestres à l'accoutrement barbare, toujours en marche de village en village, qui répandent dans les régions agitées les bruits les plus extraordinaires et poussent à la lutte contre les Français. Et de l'autre côté, on a Sembène qui parle de Imitaï, oui, dans un entretien, et qui dit « Pendant la période coloniale, toutes les informations qui étaient diffusées parmi la population étaient transmises par la musique dans les grands lieux de rassemblement centraux, tels que les fontaines ou les puits de la ville. Le refrain musical était dispersé comme un serpent qui se mord la queue. » Oui, mais prenez par exemple le dernier film, enfin, non seulement Sembène a presque écrit les musiques de tous ses films, que ce soit Mandabi de 1968, mais surtout le dernier film Moladé qui a été tourné au Burkina Faso sur le problème de female genital mutilation, c'est-à-dire sur le problème de l'excision. On pourrait dire que plus que les images elles-mêmes, ce qui résume les idées principales de ce film-là, c'est la musique. C'est la musique que Sembène a écrite en français, qui a été traduite en djoula. Et si vous voulez, c'est l'élément qui structure tous les films. Toutes les grandes séquences de l'histoire sont ponctuées par cette musique-là. Évidemment, c'est question de l'éducation de la femme et la musique, c'est ni Demoussa Masoro Ayabira Karana, etc. Donc, vous voyez, je rends hommage aux femmes africaines, n'est-ce pas? Ce sont les femmes qui donnent naissance aux rois, ce sont les femmes qui donnent naissance aux pauvres. Mais pour libérer votre enfant, une fois que la fille est née, donnez-lui une éducation. Donc, vous voyez, plus que l'histoire elle-même, cette musique, n'est-ce pas, résume le film. Mais là également, c'est un retour à la tradition orale. Parce qu'en fait, quand vous regardez, par exemple, dans un village, les gens se réunissent le soir, une fois de plus encore, non seulement l'artiste partage avec le public une connaissance de l'histoire qui est racontée, mais le griot, il n'a pas le monopole de la parole. En fait, c'est une sorte de théâtre complet, parce qu'il y a de la musique, il y a de la danse. C'est tellement vrai que si vous allez aujourd'hui dans une salle de cinéma au Burkina Faso, ce qui m'a frappé, par exemple, ici à New York ou à Boston, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche, vous devez être complètement un spectateur
passifs et silencieux devant le film. Moi, j'ai vu des cas de séance où les spectateurs sont en train de parler aux personnages dans le film. De la même manière que dans nos récits oraux, le griot commence une histoire, tout de suite, c'est le public qui reprend cette histoire-là, qui applaudit, qui danse, qui chante. Donc, qui crée une sorte de communication. Et c'est pourquoi Sembène, jusqu'à sa mort, quand il faisait ses films, malgré ou à cause de la censure à laquelle il a été confronté, parce que même au moins 2/3 des films de Sembène ont connu la censure, il prenait ses films, il les mettait dans une camionnette, il louait un générateur des écrans, et il partait de village en village. Comme les troubadours les faisaient de château en château au Moyen-Âge français, et comme les griots le faisaient en passant de village en village. Je voulais faire un autre pont avec Tuda, là, parce qu'il y a une des participants qui demande comment on peut structurer des films à base de nos traditions orales. Et tu avais dit quelque chose, Samba, par rapport à l'audience qui interagit avec le film. Et Tuda, je sais que dans le journal de bord de Bouanani, il parle de ce silence. Euh, Si tu peux élaborer un petit peu sur comment. C'est pas, et là, il parlait des quatre sources du film Les quatre sources. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais Parce que Samba parlait de comment l'audience ou le public oui, au oui. Sénégal. Ahmed Bonane, il disait que de toute façon, le conteur, ou c'est d'ailleurs le propre de la halqa, euh, chaque conteur transmet une histoire qu'il a connue, mais qu'en même temps, il la raconte avec ses propres mots et sa propre manière. Donc, chaque conteur rajoute ces différents éléments. Quelque chose d'ailleurs qui est aussi repris mais de l'ordre de l'écrit par Borges, qui dit que chaque écrivain raconte à nouveau ce qui est déjà écrit, mais avec ses propres mots. Chacun est dans euh, réécrit, euh, réécrit l'histoire. Mais par rapport aux quatre sources, tu voulais peut-être que je parle de quelque chose de précis par rapport au journal? Oui, c'était par rapport à quand il écrit sur le silence des personnages. Et comment il Pour le dit, temps. il le dit directement, les audiences marocaines, ils parlent pendant les projections. Oui. Parce, et donc, pour prendre ça en compte, il a les quatre sources, il est silent, à part sa voix qui rentre comme narrateur, comme Hakawati, qui rentre dans quelques instants. Mais sinon, le film, il est pratiquement tout. Il y a Oui, pas de dialogue. il n'y a pas de dialogue, oui. Il est le seul, disons, narrateur du film, et en même temps, la narration n'apparaît pas, elle n'apparaît qu'à certains moments bien définis, sinon c'est du son et de la musique et de la, comment dire, représentation, puisqu'il a aussi demandé aux acteurs pas, euh, de ne pas se mouvoir comme dans un film de fiction qui imite la réalité. Il y a une remarque de Valentine, une des participantes, qui dit ce qui m'a frappé, c'est aussi l'aspect collaboratif de leur pratique à tous les deux. Euh, Attends, j'ai perdu. Bouanani, dans sa volonté de raconter une histoire du cinéma marocain et donc de mettre en valeur le travail d'autres. Et Semben, et je vais ajouter aussi son travail avec Sigma 3, le collectif Sigma 3. Et Semben, dans la collaboration avec les acteurs, le groupe avec lequel il a créé une troupe, puis le magazine dont tu as parlé, Samba. Bon, voilà. Oui, je crois que cette idée de collaboration, enfin, pour revenir un peu en arrière là, avec les réactions par rapport au film, je crois que
on l'a déjà dit, l'art du griot, c'était un art collectif. Non seulement l'histoire appartenait à la collectivité, mais ce qui est intéressant justement à cause de l'oralité. Nous sommes tous d'accord que l'oralité a son côté faible qui est sa fragilité, mais l'oralité également, c'est la parole vivante et c'est le cinéma dans nos langues nationales avec une esthétique nationale qui permet de recréer, c'est-à-dire que des spectateurs qui ne sont pas des consommateurs d'images, mais qui participent à l'histoire eux-mêmes, qui rient, qui chantent. Des fois, j'ai vu même quand j'étais jeune dans les salles de cinéma, des gens qui alertaient, par exemple, un personnage du film qui était en danger. Donc, il y a toute une théorie ou une pratique de la réception. C'est-à-dire, c'est pas comme le livre, c'est quoi? C'est des traces sur une page. Qu'est-ce qui donne vie à l'histoire dans le livre? Ce n'est pas l'écrivain, en fait, c'est le lecteur qui réactualise, qui transforme les signes figés en histoire. Donc, vous voyez, le griot avait déjà cette approche, cette question-là est réglée, parce qu'à travers l'histoire qu'il racontait, on ne raconte jamais la même histoire de la même manière, parce qu'il y avait cette plasticité, il y avait cette, si vous voulez, cette imagination qui était libérée avec cette parole orale. Donc, une fois de plus, encore sans me répéter, il y avait cette recherche esthétique-là chez Semben, comment communiquer avec la majorité. Et communiquer avec la majorité également, c'est créer un cinéma qui ne serait pas un cinéma de superstars, n'est-ce pas? Mais par exemple, ses premiers, même jusqu'à ses derniers films, Semben, ses castings, c'est toujours des gens qu'il a trouvés dans la rue. Il va dans un village, il veut faire parler une paysanne, mais il ne va pas prendre une actrice de Dakar pour venir parler de la paysanne. Et une fois, on lui a posé la question, mais pourquoi tu ne prends pas d'acteur professionnel? Il dit, et là je cite, qu'avec sa provocation habituelle, les acteurs professionnels ne sont bons qu'à deux choses, à représenter les rois morts et à représenter les gangsters. Donc il faudrait, et j'ai vu Semben sur son plateau, il vous donne le scénario, mais le scénario, c'est tout simplement un point de départ. Les artistes sont libres d'improviser. Donc, finalement, le produit final, le premier jet, c'est Semben. Le film final est toujours le résultat et le produit d'une collaboration. Même sans scénario, quand il l'écrit 5 à 6 fois et il le donne à autant de personnes à lire et à éditer que possible. Et cela nous amène loin de la solitude de l'écrivain en face de la page blanche et le cinéaste qui est là sur le terrain en train de créer une œuvre qui est collective. Donc, quand on veut créer une œuvre qui est destinée au peuple, il faut que cette œuvre elle-même soit le produit d'une création collective et populaire. Oui. Et surtout que il y a un écho qui s'est avec comment dire, il y a des échos, comment dire en français, euh, on Écho, va l'appeler une vague, oui, oui, vague oui. qui a commencé en Amérique latine avec le troisième cinéma, cette dynamique collective de gauche, les productions de cinéma nouveau. Je sais que Senben apprécie le cinéma nouveau. Je sais qu'au Maroc, il y avait le magazine Cinéma 3 qui écrivait sur ça, et Bouanani faisait partie de ces dynamiques et ces expériences collectives euh, de l'époque. Je vais revenir aux questions des participants. Il y a Omar Brada Oui. qui demande j'aimerais bien que Touda en dise plus sur la connaissance des plantes transmises à Ahmed Bouanani par sa grand-mère Yamna. La présence des plantes est très frappante dans le roman L'Hôpital, par exemple, ou encore quand il dit dans son essai sur la poésie populaire que le poète peut entrer en contact avec les forces de la nature, les apaiser ou les déclencher contre quelqu'un. Il parle le langage des animaux, des plantes et des insectes. Alors, je ne sais pas comment
Parler de ça par rapport à mon père, puisque je sais pas trop, en tout cas, je sais qu'il lisait beaucoup, sur les plantes, mais pas seulement d'ailleurs, sur les plantes, les arbres, les oiseaux aussi. Il avait une grande passion, des oiseaux. Mais ce que je peux en dire en tout cas, c'est que, j'ai aussi cette passion des plantes et cette passion de soigner avec les plantes. Et d'ailleurs, quand mon père, l'a découvert, il était très content. Et et moi, je dirais, par contre, ça m'a été transmis, par, ma grand-mère maternelle, qui nous soignait avec les plantes. Par exemple, je donne l'exemple d'un soin que j'aimais beaucoup, qui était le lait avec la menthe Pouliot, Flio. Et j'aimais déjà l'odeur, en fait, quand on est malade, là, avec la fièvre, cette odeur de Flio, heu c'était oui, parce que les plantes, en fait, et le soin par les plantes, c'est non seulement, la médication, mais aussi l'odorat par les plantes. Et voilà, en fait, si je je sais pas si, puisque je ne parle pas, de la connaissance de mon père ou, ou de son propre vécu, mais je parle en fait du fait que, la transmission est passée. Et que voilà, la connaissance, est dans mes mains et que je vais aussi la transmettre. Merci Omar. Mhm. Oups. Je vais regarder les autres questions des participants. Euh, il y a une... Je dois traduire de l'anglais au français en même temps. Euh, alors, Madame Bourlani a parlé de la quête. Attends, je dois comprendre la question. Ah, j'ai pas sûr que j'ai compris. Donc, Tu as, euh, tu as la question en anglais? oui, je vais la lire en anglais. Mhm. Miss Bourlani talked about the quest was the importance, not necessarily finding the poet at the end of the story. And so I thought that was an interesting concept in this context. Je pense qu'elle parle de Tarfaya. That made me think of lots of things, everything from the solidity of a finished work versus the process of transmission in an oral context. En fait, je sais pas j'ai pas assez bien compris Oui, la pour question traduire elle-même. Mhm. en français. Je voulais euh, un peu retourner à. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Mhm. Il y a une remarque sur le cinéma afro-américain des années 60 qui met en scène les call and response entre l'audience et entre le public et l'écran. Donc, Mhm. c'était pour faire un lien avec ce qu'on disait par rapport à, en fait, ce mode, ressortir de ce mode occidental de consommation entre l'écran et le public et de laisser une marge pour que le public participe directement comme dans une halqa ou comme on a parlé avant. Euh, mais je pense que on est arrivé juste à temps. Ouais. On est arrivé à 1 heure de discussion et je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Euh, Ben oui, question de programmation. Moi, j'ai encore faim d'apprendre davantage, bien sûr, sur le cinéma marocain et j'espère que ce n'est que partie remise qu'on pourra continuer cette conversation-là, même si c'est sur une autre thématique. Pour rendre justice à Bouani et à Sembène, je crois qu'il nous faudrait beaucoup plus qu'1 heure de discussion parce qu'il y a tellement
Il y a tellement de problèmes qui sont impliqués. Et je crois que le problème je ne dis pas cinéma marocain ou cinéma africain, la problématique du cinéma africain aujourd'hui, c'est toute une... Comment, bon, évidemment, maintenant, du temps de Sembène, il fallait transporter matériel de 35 mm, il fallait, etc. Maintenant que la technologie a allégé, évidemment, on voit que le cinéma, ce n'est pas seulement la technologie et qu'il y a autre chose derrière. Voilà tout un ensemble de thématiques qu'on voudrait discuter. Bon, la période de Bouhani et de Sembène, c'est ce qu'on a appelé nationaliste africain cinéma, c'est-à-dire des cinéastes avec une conscience politique de participer à un bien commun de libération de leur peuple. Oui, je ne dis pas parce que Nadir est là, je viens de voir ta filmographie, on voit que Bouhani et Sembène ne sont pas morts, il y a toute une nouvelle génération de cinéastes justement qui s'investit d'utiliser il y a des posters où je parle de Sembène, the artist who used his camera as a weapon, l'utilisation de la caméra comme moyen de lutte. Comment amplifier cela aujourd'hui en Afrique sans que nous tombions dans le piège sans fin du cinéma commercial qui nous abétite, nous tous. En fait, nous n'apprenons absolument rien du tout. It is a dream factory, ce sont des rêves qui sont irréalisables. Et il n'est pas question de censurer l'artiste, que l'artiste choisisse n'importe quel thème, mais il serait souhaitable, comme le rêvaient Sembène et Bouhani, que la caméra soit au service d'une cause. Et que pour que ces causes-là soient remplies, il faudrait que les jeunes cinéastes fassent beaucoup plus de recherches dans nos cultures populaires. Comment utiliser cette caméra pour ressusciter ces cultures populaires, non pas au nom du folklore, mais une culture vivante, c'est-à-dire pour pouvoir communiquer avec les peuples. Merci. Et moi, je dirais, gardons le contact, Samba, pour transmettre en Afrique nos pionniers et le partager dans le continent. Parce que la circulation est assez difficile quand même de pays à l'intérieur même de l'Afrique. Et c'est pourtant quelque chose d'essentiel. Absolument. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ben, au moins, on a pu documenter cette rencontre parce que je suis sûr que Sembène et Bouhani se sont rencontrés à Carthage ou au FESPACO. Et c'est dommage qu'on n'a pas une idée de comment ça s'est passé ou est-ce qu'il y a une documentation sur ça. Mais au moins, on commence à documenter au moins cette rencontre. Qui va, je pense, va être diffusé d'autre part, l'enregistrement de ce webinaire. Je vous remercie tous les deux. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux sur ce talk. J'espère que de jolies choses ressortiront de cette rencontre. Merci aux participants, merci à 154 et au 18 pour avoir organisé ce forum et à bientôt. Il y a des questions qui rentrent maintenant, mais je suis désolé, on va fermer la 7e porte. Très bien, on ferme la porte, on laisse des fenêtres ouvertes pour l'avenir. Merci Nadir, merci tout le monde pour cette initiative. Bon, à toi-même Nadir, les défis sont immenses. Bon, mais j'ai foi en l'avenir. Je crois qu'il ne faut pas laisser ta caméra tomber malgré les répressions, malgré les interdits. It means you are doing something good. Si on te censure, c'est que tu es en train de faire une œuvre utile. Donc, il faut continuer. Au revoir la 7e porte. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci Nadir. Merci. Au revoir.